Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions en recevant à présent les représentants de l'Union nationale des huissiers de justice. Monsieur Éric Piquet, président, Monsieur Marc-Aurèle Carucci, secrétaire général, et Monsieur Armand Barbet. Il était essentiel que nous puissions entendre les représentants de l'Union patronale syndicale représentative de la profession d'huissier de justice, car dans le cadre de nos précédentes auditions, l'idée a été évoquée de rapprocher les professions d'huissier de justice de commissaires-priseurs judiciaires et de mandataires judiciaires au sein d'une profession de l'exécution judiciaire. Nous aimerions recueillir votre point de vue sur cette piste de réforme qui avait été avancée par le gouvernement. Quelles sont, selon vous, les missions communes qui assurent aujourd'hui ces trois professions? Comment cette profession unique vous paraîtrait-elle pouvoir s'organiser au regard des règles européennes? Quelles sont les activités qui pourraient relever d'un monopole au titre de l'exercice de l'autorité publique et celles qui pourraient être qualifiées de concurrentielles? Nous serions également très intéressés de connaître le regard que vous portez sur les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice, sur la nature et les tarifs de ces prestations ou encore sur sa gouvernance. Je vous cède donc la parole pour un exposé liminaire qui sera suivi des questions que mon collègue Philippe Houillon, vice-président et co-rapporteur, aura peut-être à vous poser, puis des interventions des membres de la mission. Je vous laisse la parole pour un propos d'une dizaine de minutes, si vous le voulez bien. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le vice-président co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui en tant que représentant de l'Union nationale des huissiers de justice. Vous avez introduit mes confrères qui nous accompagnaient, donc je vais m'épargner de les représenter de nouveau. Comme vous le savez, l'Union est le syndicat patronal représentatif de notre profession, reconnu comme tel par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Nous sommes également membres fondateurs de l'Union nationale des professions libérales. À ce titre, nous sommes membres de droit des organismes visés dans notre convention collective, Caisse d'assurance retraite de nos collaborateurs, l'École nationale de procédure, la commission mixte paritaire. Nous avons donc des discussions régulières et constructives avec les organisations syndicales de nos salariés. En voyant votre calendrier d'audition, je vois qu'ils interviennent, me semble-t-il, derrière nous. C'est aussi à leur avenir que nous pensons en nous présentant devant vous. D'une manière plus large, nous nous sentons avant tout comme les représentants d'une profession dont les membres, femmes et hommes de terrain, femmes et hommes de devoir, ont aujourd'hui le ventre noué. C'est de cette profonde inquiétude que nous ressentons chez nos salariés, nos consoeurs et confrères. Il ne s'agit pas d'engager une réforme précipitée de circonstances qui n'atteindrait aucun des objectifs fixés, mais au contraire, donnerait des résultats contre-productifs et qui ferait d'une catégorie de Français des boucs émissaires d'une France en crise profonde. C'est tout l'intérêt de votre mission parlementaire que de justement définir ensemble quels sont ces besoins de réforme. À l'aune de cette réforme annoncée, il me paraît opportun de vous remettre, Madame la Présidente, et vous à Mesdames, Messieurs les parlementaires, un exemplaire de l'ouvrage Ostiari que retrace l'histoire de notre profession. Je me ferai un plaisir de vous le remettre après cette audition. Cette histoire se confond avec l'histoire de France, car cette histoire est le reflet de l'évolution économique et sociale de la France depuis 7 siècles. Cette histoire est celle d'une adaptation continue à l'environnement judiciaire de notre pays. Nous sommes les représentants d'une profession à laquelle les pouvoirs publics ont confié une mission indispensable de service public, du rendez-vous judiciaire à l'exécution des décisions de justice. C'est à ce titre que nous possédons la qualité d'officier public et ministériel. Nous sommes les acteurs du système judiciaire présents au quotidien sur le terrain à la rencontre des justiciables. Nous sommes enfin les représentants d'une profession
qui, au cœur de conflits contrariés, joue un rôle de médiateur, d'amortisseur social nécessaire au bon fonctionnement de la société et dont l'indépendance et le statut sont les garanties et un bouclier aux pressions d'exigences fondées sur la seule rentabilité. J'ai été choqué du traitement des locataires expulsés par milliers dans la crise de subprime aux États-Unis. Notre modèle actuel, le modèle français, n'aurait pas permis de telles dérives. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Pour toutes ces raisons, nous ne méritons pas d'être sacrifiés sur l'autel de je ne sais quelle idéologie, voire d'un New Deal européen. Pour toutes ces raisons, nous ne méritons pas, me semble-t-il, d'être traités. Pour toutes ces raisons, nous méritons, me semble-t-il, d'être traités avec un peu plus de considération. Pour toutes ces raisons, je vous le dis, Madame la Présidente, ce n'est pas ce que nous avons ressenti ces derniers mois. J'épargnerai votre mission de commentaires sur les qualificatifs utilisés. Lors de la conférence de presse du 10 juillet, je m'associe pleinement aux représentants de professions qui se sont exprimés devant vous. Nous avons accueilli avec intérêt l'installation de votre mission parlementaire. Nous croyons très fortement que le Parlement, caractérisé par sa légendaire sagesse, saura trouver un bon équilibre dans le futur texte de loi, ce que n'a pas manqué de rappeler M. Macron lors de son audition, qui s'en est remis, et je ne peux que m'en féliciter, à votre information parlementaire pour informer le citoyen, contrôler l'action du gouvernement, mais aussi de contribuer de façon décisive à l'écriture et à la rédaction des dispositifs. Sur l'épisode de la fuite du projet de loi communiqué par voie de presse à la veille de l'audition de maître Patrick Sanino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, notre stupéfaction a été à la hauteur de votre étonnement. Nul besoin de faire plus ample commentaire. Je relèverai tout de même que nous ne sommes pas en possession du rapport d'étape de l'autorité de la concurrence. Vous non plus. Aujourd'hui, la principale... Je vois que nous en sommes, vous et moi, rendus au même endroit. Aujourd'hui, la principale chose que nous demandons est qu'un véritable dialogue constructif, multipartite, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et nos représentants soit instauré afin de réfléchir ensemble à ces projets de réforme. Afin de parvenir à cet objectif, nous pensons qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Confier l'élaboration de tout projet à Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, notre autorité de tutelle, afin qu'à la direction des affaires civiles et du Sceau, qui a la responsabilité de l'organisation de notre profession, dans l'intérêt de l'institution judiciaire. Nous le formons de tous nos voeux. Sachez, Madame la Présidente, que nous ne sommes pas une profession sclérosée, conservatrice. Le passé montre que nous avons toujours su nous réformer, nous moderniser, fournir les efforts nécessaires en faveur de nos concitoyens, pour peu que nous ayons été associés à la décision. Nous nous sommes toujours félicités que notre contribution ait été appréciée par le législateur, que ce soit dans l'amélioration des étapes procédurales ou dans le cadre de l'humanisation des procédures civiles d'exécution. Permettez-moi, Madame la Présidente, de reprendre certains points du projet en cours d'élaboration. Les femmes, dans la profession. À l'heure actuelle, les femmes représentent 30% de l'effectif de la profession. C'est insuffisant, j'en conviens. La parité n'est pas encore atteinte. Pardon, Madame la Présidente. Excusez-moi, mais je t'en prie. Les personnes qui vous ont précédé ont évoqué, c'était les huissiers de Paris. Oui. Ont évoqué près de 50%. La communauté parisienne, sur le territoire national, les chiffres que nous indiquons sont de l'ordre de 30%.
donc n'est pas encore atteinte, mais nous sommes venus avec des chiffres qui montrent qu'elle le sera très prochainement. Je vous aurais tout dit, Madame la Présidente, lorsque vous saurez que sur la moyenne des 5 dernières années, 67% des diplômés de l'examen professionnel sont des femmes. Si nous voulons atteindre rapidement la parité, il convient donc tout simplement d'accélérer les procédures d'installation de nos jeunes. L'intégration des jeunes à la profession. La jeunesse, je pense que c'est un vœu de Monsieur le Président de la République et il y est particulièrement sensible. Sans jeunesse, pas de renouvellement. Sans renouvellement, pas de pérennité. Que faisons-nous pour nos jeunes? Nous leur offrons l'alternance, une formation continue financée sur nos deniers et une rémunération dès la sortie de leurs études universitaires. Nous leur garantissons un libre accès à l'examen professionnel. La profession produit une moyenne de 140 diplômés par an, dont une centaine s'installent individuellement ou en association. L'effet mécanique des départs à la retraite jouera pleinement son rôle. Relevons qu'un office peut disposer d'un nombre illimité d'associés. Ce seul effet devrait se poursuivre au cours des 5 prochaines années. Sur les 40 titulaires restants, tous ne souhaitent pas s'installer. Certains préfèrent devenir huissiers salariés ou clercs habilités au constat. D'autres choisissent d'intégrer des sociétés privées dans lesquelles nos diplômes sont appréciés. Notre profession est une caisse dite caisse des prêts, à laquelle toute la communauté cotise, laquelle consent des prêts aux futurs huissiers de justice à un taux bonifié. En l'état de notre connaissance du projet de réforme, aujourd'hui nous sommes prêts, je dis bien nous sommes prêts, à participer pleinement aux réflexions relatives à l'avenir de notre profession et de l'intérêt général bien compris. Sur le projet tel qu'il était prévu à l'origine, nous avions évidemment un avis extrêmement négatif, tant il promettait insécurité juridique aux justiciables, insécurité sociale pour nos collaborateurs, insécurité économique pour nos consoeurs et confrères. Le monopole. Tout laisse à penser que la colonne vertébrale de notre cœur de métier, je veux parler du monopole de la signification des décisions de justice, ne devrait pas être mis en cause. Nous nous en réjouissons naturellement. Sur la compétence, nous formons le vœu que la compétence territoriale qui sera étendue au département le 1er janvier prochain soit maintenue. Il est essentiel de conserver notre maillage territorial et éviter la création de véritables déserts juridiques. J'imagine que vous ne le souhaitez pas, Madame la Présidente, alors que 5 offices d'huissiers de justice ont disparu dans votre département ces dernières années. Le tarif. Il existe un manque évident de lisibilité et de compréhension. Notre tarif, c'est 31 articles, 3 tranches de taux, 45 coûts de formalité, une centaine de coûts d'actes différents, des droits fiscaux et cotisations diverses, parfois une quasi-gratuité, aide juridictionnelle, service pénal, divers droits proportionnels. Tant en matière civile que pénale, nous devons élaborer un tarif basé sur le coût réel de fabrication augmenté du coût de signification. Nous attendons, tout comme vous, avec impatience, l'avis du Conseil de la concurrence pour apporter notre contribution. Ouverture du capital. Ouverture aux professionnels du droit. Pas d'observation. Les véhicules juridiques nous permettent de mettre en place l'interprofessionnalité. Ouverture aux professionnels du chiffre. Alors on a un peu évolué. Les capitaux, en général, aujourd'hui, c'est les professionnels du chiffre. Les professionnels du chiffre peuvent être détenus par des sociétés financières, de sorte qu'indirectement, la totalité des parts d'une société d'exercice libéral pourra être détenue par une société financière, dont déjà des représentants sont des multinationales. Je vous en épargnerai les exemples, vous les connaissez. Vous êtes attaché au modèle français du droit. Vous êtes attaché au modèle français du droit. Évitons ensemble que le vent du common law ne souffle sur notre pays. La justice n'est pas une marchandise. Aucun de ses maillons ne doit donc le devenir.
liberté d'installation. La liberté d'installation associée à l'ouverture aux professionnels du chiffre permettra certes à des jeunes de s'installer, de dépendre intégralement de ses actionnaires financiers, donc perdra toute autonomie liée à un statut et se verra contraint de prêter son ministère suivant des contraintes de résultat. Naturellement, cela créera un déséquilibre indéniablement préjudiciable au maillage territorial, à l'économie des études existantes et à la sauvegarde de leurs emplois. La grande profession de l'exécution. Nous y arrivons, Madame la Présidente. Sur ce point, nous considérons que le rapprochement des professions est un facteur de modernisation et une réponse à la concurrence européenne. Il ne s'agit pas d'un mélange d'activités ni d'un empiètement de l'une sur l'autre. Bien entendu, ce dossier qui semble intéresser Bercy ne se fera que dans la concertation avec les autres professions. Et j'appelle à cet instant les autres professions à se mettre autour de la table. Révolution numérique. La profession d'huissier de justice est investie depuis plusieurs années dans le champ des nouvelles technologies de l'information et de la communication et est résolument tournée vers une utilisation pertinente de ces technologies pour rendre l'information juridique plus accessible à nos concitoyens et rendre ainsi la justice plus compréhensible. En conclusion, j'espère que j'aurai tenu 10 minutes et que je ne vous aurai pas trop exaspéré. En conclusion, vous l'avez compris, nous sommes prêts à aider le gouvernement à traiter les 3 maladies dont souffrira la France. La défiance. Nous nous sommes toujours positionnés comme des partenaires de confiance, tant auprès des magistrats, des justiciables pour lesquels nous jouons souvent un rôle de médiateur. Nous sommes donc bien placés pour combattre la défiance. La complexité. Comme vous l'avez vu, nous sommes prêts à simplifier certaines procédures propres à notre profession, mais également, je vous l'ai dit, notre tarif qui n'est pas lisible. Il ne faut pas confondre simplification et libéralisme à tout craint. Les corporatismes, j'espère que nous vous avons convaincus. Les corporatismes, mais j'espère que nous vous avons convaincus du sens de l'intérêt général qui anime tous les membres de notre profession. Pour raccourcir, j'avais un petit propos politique, mais ceci n'avait pas d'autre intérêt, car j'ai compris, effectivement, en regardant les auditions, que vous vouliez aujourd'hui nous interpeller et vous alimenter sur votre réflexion. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour cet exposé clair et plein de convictions. Moi, j'ai une petite question, c'est sur la compétence départementale, qui va donc être effective en janvier prochain. On a parlé de compétence nationale, donc je comprends bien que pour vous, c'est un obstacle à la conservation d'un maillage territorial efficace. Est-ce que, s'agissant de ce maillage territorial, vous considérez qu'il y a des carences sur le territoire national ? Je vous répondrai, non, je n'ai pas d'indicateur. On a une carte qu'on vous remettra et on a quelques documents à vous remettre. On a une carte de la répartition. Je pense que Monsieur le Premier ministre a saisi votre collègue Richard Ferrand, qu'il doit faire une étude d'impact, doit regarder les effets de l'éventuelle réforme, alors que bon, rien n'est fait à ce jour. Monsieur Houillon. Il doit terminer bientôt et nous allons l'auditionner avec Il beaucoup doit rendre. d'intérêt. Il est saisi le 3 octobre. J'ai dit bon courage à lui, il termine dans 48 heures. Voilà ce que j'ai dit. Il est saisi le 3 octobre et il doit rendre ses conclusions pour le 30. Non, s'agissant et répondre... Il a été saisi le 3 octobre par Monsieur le Premier ministre et sa mission, en tout cas ses conclusions, doivent être rendues à Monsieur le Premier ministre le 30 octobre. Sur votre question précise du maillage et de la compétence nationale, nous avons travaillé à l'étude sur 2 aspects. Premier aspect, c'est le côté monopolistique exécution. Je pense que nous
les femmes et hommes de terrain connaissent leur population. Et je pense que d'enlever sur cette partie, ou en tout cas accorder une compétence nationale, serait pas de bonne utilité. S'agissant des autres activités, je pense au constat. Peut-être qu'un client pourrait demander, parce qu'il connaît telle et telle spécialité d'un confrère de Bordeaux, de Rennes, de Nantes, de Lyon, pourrait lui demander d'assurer. Bon, là aussi, nous pensons qu'il y a un équilibre, un juste équilibre. Et j'allais dire, nous avons remisé cette réflexion, car aujourd'hui, il y a, à toute évidence, un équilibre dans ce fonctionnement, et nous sommes opposés à une compétence nationale. Vous avez évoqué donc la suppression d'un certain nombre d'offices, notamment dans mon département. Oui, 5, dont 2 liquidations judiciaires. J'imagine qu'il n'est pas le seul à avoir vécu cela. Deux liquidations judiciaires. Est-ce que ce sont des liquidations judiciaires? Est-ce que c'est de nature à justement éloigner le justiciable de l'accès aux droits que vous représentez? En clair, est-ce que ces disparitions d'office déséquilibrent le maillage territorial? Oui, forcément. L'accès, la proximité, nous parlions tout à l'heure dans mon propos liminaire de cette proximité et éviter les déserts juridiques. Oui, aujourd'hui, il y a des déserts juridiques, oui. Et c'est là où, justement, nous devons avoir une pertinence, nous devons avoir un petit peu de recul pour regarder, encore une fois, ensemble, là où il y a des manques, où il y a j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, des trous dans la raquette. Peut-être que nous pourrions utilement créer des offices. La création d'offices, elle existe. Elle existe, la création d'offices. Pourquoi n'y a-t-il pas de demande dans ce domaine? Les créations existent. Créer des offices, vous pourriez nous en donner approximativement le nombre? À cet instant, non. Nous allons. Je note avec intérêt que sur la carte que nous allons vous présenter, nous allons étudier plus précisément, voir là où il y a un manque, j'allais dire d'effectifs, un manque d'huissiers pour répondre à ce besoin de proximité. Nous allons vous donner, en tout cas, est-ce qu'on pourrait convenir ensemble d'une note en délibéré et éclairer au plus vite votre mission sur ce point. Et je vous promets de le faire rapidement. Je me rapproche de la Chambre nationale qui détient toutes ces informations et je reviens vers vous dans les plus brefs délais. Je m'y engage. Nous vous remercions. Ces informations qui seront effectivement très utiles. Madame la Présidente, juste une chose également, il ne faut pas confondre le nombre d'offices et le nombre d'huissiers en activité. Parce que en fait, on s'aperçoit dans l'histoire de notre profession qu'en 1969, le nombre, avec la création des SCP, le nombre de professionnels a fortement augmenté, sans pour autant qu'on ait créé d'office. Et aujourd'hui, pour répondre aussi à votre question, un titulaire individuel ne peut pas s'associer très facilement. Par contre, en SCP, c'est simple, j'ai un certain nombre d'activités qui ne sont pas délégables. Dès le moment où je n'arrive pas à répondre à la demande, je vais m'associer. Moi, mon cas, je suis ici à Lens, c'était un office individuel, on est passé à 2, à 3, à 4, à 5, on est repassé à 4. Donc on a adapté aussi en fonction de la demande. Il n'y a pas, on n'a pas travaillé avec l'offre, on a travaillé avec la demande. Et permettez-moi de vous indiquer que nous ne sommes pas comme les ophtalmos. On n'attend pas 9 mois pour avoir un rendez-vous pour nous voir, même s'il y a effectivement peut-être... Voilà, je me permettais de faire cette petite parenthèse. Monsieur le vice-président. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est de reposer la question que la présidente vous a posée, in limine litis. Puis le micro, on ne va pas y arriver. Sur la profession unique de commissaire à l'exécution ou commissaire de l'exécution. Bon, vous avez dit, Monsieur le Président, il faut se mettre autour d'une table avec les autres, ok. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est compatible? Si oui, maintenant, plus tard, comment? Voilà, quelles sont vos réflexions sur le sujet? Puisqu'il y a quand même une annonce là-dessus. Donc,
probablement, nous serons les uns et les autres confrontés à cette réflexion au moment du dépôt du projet de loi. Monsieur le vice-président, monsieur le co-rapporteur, oui, je sais que, et je le rappelais tout à l'heure dans mes propos liminaires, je vois l'intérêt que Bercy a retenu de ce que nous avons suscité, à savoir faire cette proposition de la grande profession de l'exécution. Que veut dire je ne suis pas commissaire-priseur judiciaire, je n'ai pas fait son cycle d'études et je n'ai pas la même culture. S'agissant des administrateurs, les mandataires, pardon, liquidateurs, c'est pareil. Tout ça voilà, c'est pas on peut avoir des lieux communs, mais les mandataires liquidateurs ne sont pas des officiers publics et ministériels. Les commissaires-priseurs judiciaires ont une compétence nationale. Nous n'avons pas de compétence nationale. Donc, à cet instant, oui, sur le métier lui-même, je suis... Alors, ça a été annoncé, mais ça a été annoncé il y a quelque temps, ça ne date pas, même si Monsieur le Président Soulard, ça date de 95, était prêt à signer avec la profession de mandataire liquidateur, on le sait. Et ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un rejet de la profession, à l'époque, en tout cas des délégués de notre représentation nationale. Donc voilà, moi je suis prêt, et je sens qu'intellectuellement ça interpelle, ça intéresse. Je suis prêt. Nous sommes prêts à travailler, à essayer de trouver les points d'ancrage. Alors, est-ce l'interprofessionnalité qui répondra? Peut-être. Est-ce qu'il y aura cette fusion et qu'on parlera de commissaire, de l'exécutif? Je n'en sais rien, monsieur le vice-président. Je n'en sais rien. Ceci mérite. Le dossier est sur la table. Cette proposition est sur la table. C'est encore une fois ensemble, avec les professionnels, que nous pourrons dessiner les contours éventuels de cette future profession. Cette idée, là, elle nous arrive parce qu'il y a eu, voilà, c'est toute, depuis le 10 juillet, etc. Donc, je suis, pardonnez-moi, je suis un peu sec sur le sujet, mais oui, je vous le dis humblement, je suis sec sur le sujet. Nous y travaillerons, nous y sommes prêts, mais... Oui, merci Madame la Présidente. J'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention votre discours. Je l'ai vu en deux temps. Dans un premier temps, vous donnez l'impression d'être cranté. Dans un deuxième temps, d'être beaucoup plus ouvert. Et donc, je ne retiendrai que ce deuxième temps. Et moi, je suis avocat de profession. Et dans le Calvados, donc, est député d'une circonscription extrêmement rurale, celle de Vire. À mon sentiment, l'huissier a perdu, d'ailleurs comme beaucoup de professions juridiques, beaucoup de sa notoriété au cours de ces dernières années. C'est un professionnel très reconnu, très respecté, une notabilité. Ce n'est plus ça. Il faut en tenir compte. Je vous le dis, il faut en tenir compte. Ça s'applique à beaucoup d'autres professionnels du droit, mais spécialement à vous. Alors même que chacun reconnaît que sans vous, rien ne peut se faire. C'est bien beau d'avoir une décision. Quand on ne peut pas la notifier, on ne peut pas la rendre définitive. Quand vous avez une somme d'argent qui est dessus, si vous n'avez pas quelqu'un pour faire une saisie arrêt, c'est vous qui la faites, ce n'est pas l'avocat. Voilà. Bon, et s'il faut saisir les biens, c'est vous qui le faites. Donc, vous êtes au nœud même du dossier, puisque vous êtes à la fin, mais sans vous, rien ne se termine. Donc, l'insatisfaction totale de l'individu. C'est pourquoi je dis que le rôle de l'huissier est absolument essentiel dans le maillage des professions juridiques. La première chose. La deuxième chose, le temps a passé. Que voulez-vous? Moi, je me suis installé en 1972. Voilà, on est en 2014, les choses ne sont plus les mêmes. Et je crois que c'est une chance exceptionnelle qui vous est offerte. Je vous le dis tel que je le pense. Exceptionnelle. On a écouté les commissaires-priseurs. Commissaires-priseurs qui ont le sentiment d'être un peu des seigneurs par rapport à vous. Bon, nous sommes tous des experts, nous avons tout dit. Parfait. Nous sommes tous des experts.
Donc, pourquoi, alors que nous sommes des experts et que nous avons la possibilité de vendre les biens, pourquoi aurions-nous besoin des huissiers? Et moi, je crois que les uns et les autres, vous allez pouvoir, de manière extraordinairement utile, en réalité, répondre à un besoin et permettre une nouvelle profession, me semble-t-il, très intéressante. Le liquidateur, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas un administrateur, il liquide. On nous aurait proposé une association avec des administrateurs, je vous aurais dit non, ça ne veut rien dire. Bon. Le liquidateur, il liquide par définition. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur place et il va liquider les biens de l'entreprise qui est terminée. C'est votre travail. C'est votre travail. C'est le travail également du commissaire-priseur. Mais très franchement, c'est une chance extraordinaire pour les uns et pour les autres d'en sortir par le haut, alors même que vous subissez les effets d'une détérioration de votre profession. Eh bien, vous allez vous en sortir. Et vous allez avoir un statut exceptionnel à ce niveau-là, dans le cadre des années à venir. Voilà ce que je vous disais. J'ai entendu votre volonté de vous mettre à une table ronde pour discuter avec les autres. Faites-le. C'est le conseil que je peux vous donner. Je n'ai aucun intérêt dans quoi que ce soit, moi. L'avocat, elle sera interpellée par la novation que vous allez faire. Voilà, et ça sera par vous que passera le droit moderne. Madame la Présidente, je suis excessivement sensible, Monsieur le député, mon très cher maître, des propos que vous venez de tenir à l'endroit de ma profession. Le temps a passé, oui, le temps a passé. Et l'histoire doit aussi éclairer l'avenir. Vous nous dites qu'il y a une formidable opportunité et qu'il faut s'en saisir. Vous parliez les uns et les autres. Les uns et les autres. Alors oui, les commissaires-priseurs sont les experts, etc. Ils se font assister d'experts. Nous faisons des ventes, moi-même, issues de Charleville-Mézières dans les Ardennes. J'ai monté une salle des ventes en périphérie du commissaire-priseur, car il ne me rendait pas satisfaction pour la vente de biens dont le mandataire liquidateur m'avait confié. Je ne pouvais pas la réaliser, parce que dès lors qu'il y a un commissaire-priseur installé sur un arrondissement, je ne pouvais pas faire escalité de vente. Donc oui, effectivement, les mandataires liquidateurs, créons ce statut, ayons ensemble cette volonté. Je pense tout comme vous qu'il y a une formidable opportunité. Nous devons impérativement répondre ensemble à cette opportunité. Bon, écoutez, nous sommes très intéressés par cette approche constructive que vous pouvez avoir, qui n'a pas été quand même celle de la profession des huissiers de Paris, qui était plus en réserve que vous, mais je crois qu'il faut effectivement qu'on avance dans cette direction. Enfin, moi, je le souhaite parce que je partage bien l'analyse qu'on a faite de façon extrêmement explicite Alain Touré. Mais elle ne peut pas se faire contre vous. Et c'est l'esprit de la mission, c'est de vous entendre et de le faire avec vous et de vous faire comprendre, peut-être, parce qu'on a un regard extérieur, ces évolutions dans lesquelles nous souhaitons vous accompagner. Nous ne sommes pas dans une démarche, vous l'avez compris, de dénonciation ou de discrimination. Est-ce que vous avez une autre question, Monsieur le Vice-président? Mais un avis plus nuancé à exprimer, c'est-à-dire que c'est peut-être une opportunité, mais que c'est infiniment plus compliqué, je pense, et sur le plan des compétences, et sur le plan technique, et sur le plan des statuts, que le cœur des accords vers cette modification ne le laisserait à penser ici. Par conséquent, personnellement, je ne vois pas qu'on puisse le décréter pour une période immédiate ou dans un avenir immédiat, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à vos confrères, je ne pense pas, pour bien connaître vos professions, je ne pense pas que vous puissiez, à l'instant où nous parlons, procéder à un licenciement collectif de 300 personnes comme le ferait un mandataire liquidateur. Alors, il liquide
Oui, il y a un liquidateur illiquide, on peut dire les choses comme ça, mais c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça. Hein, je ne vois pas que vous puissiez faire ça, je ne vois pas qu'un commissaire-priseur judiciaire puisse tenir les audiences pénales que vous tenez, etc., 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 avec des statuts par ailleurs qui sont différents, puisque le mandataire judiciaire, vous l'avez rappelé, il n'est pas officier ministériel, il n'a, j'allais dire, pas de monopole, même si mon propos mérite quand même d'être nuancé, etc. Bon, donc, et puis c'est pas les mêmes métiers pour l'instant. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Donc, pour se faire plaisir intellectuellement et faire quelque chose de moderne, on dit il faut aller vers ça. Oui, moi je suis pas contre réfléchir à cela. Je dis simplement que le constat aujourd'hui, c'est de dire ce ne sont pas les mêmes métiers. Ce ne sont pas les mêmes statuts, ce ne sont pas les mêmes compétences, ce ne sont pas les mêmes formations, et que si c'est pour faire de l'interprofessionnalité, ce qui peut être une étape, hein, si c'est pour faire de l'interprofessionnalité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'interprofessionnalité, c'est que c'est plusieurs professions. C'est pas une profession unique, c'est plusieurs professions. Mais ça peut être une étape, effectivement. Et ensuite, pourquoi pas réfléchir, mais c'est une modification beaucoup plus substantielle qu'il n'y paraît. Et par conséquent, si on doit aller vers ça, si ça paraît pertinent, je pense qu'il faut se donner beaucoup plus de temps que de crier « hurrah » à l'occasion de la fin d'une audition. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je partage pleinement votre propos, je suis en total accord. Vous me permettez de revenir, pardonnez-moi, je m'étais promis de ne pas le faire, mais décidément les vieux démons, dans le projet qui a fuité, il n'a pas manqué à votre commission de relever qu'il y avait visé l'article 38 de la Constitution. Donc nous passerions sur cette problématique qui, je le rappelle, monsieur, vous venez de tout dire, je ne vois pas comment ça pourrait passer par voie d'ordonnance, accélérer un process qui mérite calme, dépassionnement et surtout le préalable, cette discussion que nous devons avoir avec les professions. On ne veut pas, aujourd'hui, c'est une idée qu'a présentée la Chambre nationale des huissiers de justice. Encore une fois, nous y adhérons, mais avec cette réserve que vous avez rappelée tout à l'heure, monsieur le vice-président, monsieur le co-rapporteur. Merci, monsieur le président, de ces précisions. Bon, on va peut-être quitter ce sujet, puisque j'aurais aimé savoir, vous aviez, dans une motion adoptée en Assemblée générale le 12 septembre dernier, vous aviez fait état du projet de vous doter d'un contre-rapport à celui de l'Inspection générale des finances. Qu'en est-il de ce contre-rapport? A-t-il été publié et pouvons-nous, le cas échéant, en disposer? Madame la Présidente, je vois que votre mission parlementaire a toutes les informations nécessaires et utiles à sa réflexion, s'agissant du bureau de signification de Paris, de la compétence nationale qui était prônée par le président Calibre, et notre motion du 12 septembre. Oui, il a été voté en Assemblée générale à l'Union nationale des huissiers de justice, une motion commandant un contre-rapport de l'IGF. Entre-temps, et je peux vous dire qui nous avions missionné, c'est le cabinet Clifford Chance, en la personne de maître Patrick Hubert, qui est un ancien patron de la DGCCRF, qui a été directeur de cabinet de Dominique Perben, garde des Sceaux, et nous avons retiré cette mission. Pourquoi ? Tout simplement, nous avons été en possession du contre-rapport de nos amis notaires, et nous avons relevé d'énormes concordances. Alors, pour s'éviter une consultation, vous en connaissez les coûts. Nous sommes une petite organisation syndicale, nous ne sommes pas une organisation ordinale, nous n'avons pas les mêmes moyens. J'allais dire, nous ne boxons pas dans la même catégorie. Nous sommes fait l'économie de ce contre-rapport, mais nous avons accueilli avec plaisir ce que nos amis notaires nous ont transmis. Pas ce contre-rapport notaire, ça serait quand même intéressant que nous puissions le récupérer. Très bien. Sauf leur désaccord, mais je peux me rapprocher d'eux et le coller à la problématique huissier, mais vous verrez que
nous retrouverons sur les J'imagine que mêmes... nous n'aurons pas beaucoup de mal à nous le procurer, Non. parce que l'intérêt n'était pas d'enterrer un contre-rapport, mais au contraire, vous avez constaté une campagne quand même musclée, hein, des notaires. Donc j'imagine que le contre-rapport doit être facilement identifiable sur leur site. Voilà. Mais écoutez, nous vous remercions beaucoup d'avoir bien voulu venir jusqu'à nous pour discuter de ces importantes questions. Madame la Présidente, je vous renouvelle, mes confrères et moi-même, tous nos remerciements, Monsieur le Vice-président, Monsieur le co-rapporteur, Madame, Monsieur le député, et merci du temps que vous consacrez. Je vois que vous y passez, vous y consacrez, parce que moi-même, je me suis... pardonnez-moi, j'ai repris les auditions de tous ceux que vous avez déjà auditionnés à ce jour. C'est beaucoup d'heures et j'espère, en tout cas, je forme le vœu que, comme disait tout à l'heure monsieur le député, tout ça nous permettra de sortir par le haut. Et aujourd'hui, sachez que tout ce qui nous arrive est imminemment anxiogène, que nous avons notre quotidien à gérer. Nous sommes aussi hommes et femmes d'entreprise. Je peux vous assurer que dans nos études au quotidien, tout ça est très difficile à gérer. Pendant que nous faisons ça, nous ne faisons pas autre chose. Nous sommes déviés de nos études. Bon nombre de dossiers aujourd'hui, de confrères qui veulent partir à la retraite, de jeunes qui veulent s'installer. Les dossiers sont bloqués, la défiance des banques, etc. etc. Sachez qu'aujourd'hui, le temps n'est pas très propice. En tout cas, merci beaucoup pour votre audition et votre patience. Merci. Merci. Au revoir, messieurs.